Bonjour, Didier Mulnet, Université Clermont-Auvergne. Dans ce cours, nous allons nous intéresser aux différences, aux relations entre les conceptions et les représentations. Des conceptions, erreurs, obstacles, évolution, des représentations. Si nous prenons les conceptions initiales, nous allons regarder... Bon, vous allez me parler de l'effet de serre maintenant. L'effet de serre, en fait, c'est la couche d'ozone. Vu qu'il y a plus de soleil, les glaciers fondent plus facilement. Et toutes les villes qui sont près de la mer, comme la Normandie, Bastia, Genève, seront submergées par la mer. Donc, en même temps, c'est pas un problème, vu qu'il y a beaucoup de problèmes de chômage. Ça va les enlever. Et du coup, ce sera beaucoup mieux, en fait. C'est une bonne solution, ça, c'est parfait. Je vous remercie. D'effet de serre que nous venons de voir, tout d'abord, mettons les choses au point. L'élève n'est pas un élève, c'est un acteur qui joue le rôle de l'élève. Si nous construisons la carte conceptuelle liée à la question qui lui était posée dans ce faux exercice de bac. Il a fait des erreurs, des oublis, comment en est-il arrivé là? Si nous reprenons ce qu'il a exposé. L'élève nous dit l'effet de serre, c'est la couche d'ozone, ce qui est une erreur conceptuelle. Puis il nous dit c'est lié au soleil qui augmente, ce qui est aussi une erreur en termes conceptuels. Puis il nous dit qu'il nous fait la relation entre le soleil qui augmente, une relation floue avec la température terrestre pour arriver aux icebergs, aux glaciers qui fondent et au niveau de la mer qui monte et qui va effectivement envahir un certain nombre de villes au bord de la mer, la Normandie, Bastia, Genève. Alors là, bien généralement, nous nous polarisons sur ces erreurs, Bastia, Genève, au bord de la mer, et nous nous polarisons là-dessus. Alors que ce type d'erreur est juste une erreur de connaissance, alors qu'auparavant, on a vu passer plusieurs erreurs conceptuelles beaucoup plus gênantes, beaucoup plus graves. L'augmentation du flux solaire, non. Ça, c'est une erreur conceptuelle relativement grave. Donc, les erreurs de connaissance nous masquent bien souvent des erreurs conceptuelles. Par ailleurs, il fait des mises en relation hasardeuses entre certains éléments. Et puis on a le chômage qui arrive. Et le chômage, ça arrive, on ne sait pas d'où ça sort. Et il le relie avec le niveau de la mer qui monte. Alors bien sûr, on peut se moquer de lui. Mais vous allez voir que, au fond, c'est simplement que le chômage est hors sujet par rapport à la question posée, mais il pourrait y avoir des relations à faire entre, effectivement, le niveau de la mer qui monte, l'augmentation ou la diminution du chômage. Sachez que certaines villes au bord de la mer peuvent dépenser quelques pourcents de leur budget à la lutte contre la montée des eaux et que ce pourcentage va remonter à quelques dizaines de pourcents d'ici les années 2050. Donc cette relation n'est pas complètement idiote, simplement elle est hors sujet. Simplement ce jeune, il est en terminale, il a à la fois des cours de SVT où il travaille sur l'effet de serre, mais il a aussi des cours d'économie sur lesquels il travaille sur d'autres relations. Donc, se moquer de cela peut être quand même un peu critiquable par le côté caricatural de notre approche. Alors en fait, il y a quoi dans une conception? Il y a un ensemble de savoirs, certains sont justes, d'autres sont faux. Il y a des croyances et c'est ce qui va permettre à ce jeune d'expliquer une situation. Je me réfère à Bachelard. Bachelard nous dit « Les erreurs apparaissent à l'écrit comme à l'oral. On peut avoir des erreurs de date, d'orthographe, de lieu, les villes au bord de la mer. On en vient facilement à bout, car c'est facile de le corriger. Mais en fait, ce n'est pas si simple, parce que les obstacles, obstarer, c'est se tenir debout, des obstacles se dressent devant nous. Prenons un exemple de cycle 2,
qui nous dit « le nid vit sur l'arbre ». On sera automatiquement tenté de corriger l'erreur. L'erreur, c'est le « vit sur l'arbre ». Un nid, ça ne vit pas. Un nid est la production du vivant. Un nid n'est pas vivant. C'est la confusion entre l'organisme qui vit et produit le nid et le nid lui-même. Donc on va corriger cela. L'arbre est content. Là, on va dire, oh là là, c'est de l'anthropomorphisme. L'arbre, il n'est pas content. D'ailleurs, l'arbre ne ressent aucune émotion. L'arbre ne peut pas avoir ce genre de plaisir, déplaisir. Alors en fait, si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que effectivement, il y a 20 ans, c'était peut-être une conception classique. Depuis, on sait que les arbres communiquent, on sait que les arbres perçoivent un très grand nombre de facteurs extérieurs, on sait qu'un arbre attaqué émet un certain nombre de phéromones en direction des autres arbres pour les prévenir, on sait que les arbres communiquent par leurs racines, par voie électrique, et donc dire que l'arbre est content, c'est de l'anthropomorphisme, mais ce n'est pas une conception complètement aberrante, d'autant qu'on revient quand même sur cette idée-là de plus en plus. Certaines choses peuvent donc nous paraître infantiles, voire presque ridicules, mais si on prend du recul, on se doit d'aller analyser un peu plus. C'est exactement ce qu'on avait avec la vidéo du jeune qui parlait. En 36 secondes, il est évident que ce qu'il nous a livré est une vision qui va nécessiter d'être explicitée. Pour revenir sur cette idée-là. Confusion ici entre le vivant et les productions du vivant. Si on ne lutte pas contre cet obstacle, on va le traîner toute la scolarité de l'élève. Si on ne distingue pas les sensations, les émotions, les perceptions de choses qui sont totalement humaines, on va effectivement laisser perdurer ces conceptions. Alors, peut-on corriger un obstacle? J'ai pris cette métaphore, de la route avec une route qui nous permet de monter. Et là, nous, ce qu'on voudrait, c'est attaquer l'obstacle directement. Mais en fait, nous sommes obligés bien souvent de prendre un chemin de traverse d'un côté ou un chemin de traverse de l'autre côté, mais nous ne nous attaquons pas à l'obstacle. Bilan de l'opération, après des dizaines et des dizaines d'heures d'enseignement, l'obstacle est toujours là. Certains élèves croient toujours que la Terre peut être plate, que le volcanisme, c'est un magma qui provient de l'intérieur de la Terre, et ceci dure dans toute la scolarité des élèves et dans le monde adulte. Et donc on peut choisir de le contourner, ou on peut choisir de le renverser. Vous avez compris que ce que je vous propose, c'est surtout pas de le contourner, mais bien de le renverser. Connaître les conceptions des élèves nécessite d'avoir une méthodologie. La méthodologie qu'on emploie le plus simplement, c'est on pose une question à un élève, on lui demande de nous donner les 5 ou 10 premiers mots qui lui viennent à l'esprit, très vite, sans réfléchir, dans l'ordre dans lequel ils vous viennent. Si je vous dis alimentation, notez les mots qui vous viennent à l'idée. Certains d'entre vous allez penser à un phénomène très récent, ce que vous avez mangé à midi. Et à partir de là, vous allez décomposer une file de mots correspondant à vos idées. D'autres, vous aurez vu un reportage sur les déséquilibres de l'alimentation et vous allez partir sur d'autres idées. Ces mots vont être classés. Une première solution consiste à essayer de faire en sorte que des élèves se mettent ensemble pour comparer leurs conceptions, se mettre d'accord sur un certain nombre de mots et donc voir les relations entre leurs conceptions individuelles, initiales. Ils vont devoir discuter pour présenter le classement s'ils travaillent par 4 ou 5. Ils devront négocier dans le sous-groupe. Alors effectivement, ça va nécessiter d'approfondir le concept. Classer par champ, par niveau de technicité des mots, répertorier les notions construites à partir d'un concept. Voyons un exemple.
sur cet exemple, le mot qui leur a été donné est le terme de respiration. Chaque chaîne correspond à des mots énoncés par un élève. Les élèves n'ont pas forcément donné autant de mots, certains mots sont les mêmes, mais vous voyez que globalement, dans une classe, chaque ligne correspond à une succession de mots énoncés par un élève. Ça, c'est les données brutes. Ensuite, nous allons organiser ces mots pour les mettre dans une zone extérieure, en blanc. On met les mots de la langue commune, familière. Dans la zone dite intermédiaire, en grisé ici, on va mettre les mots du langage scientifique qui peuvent être considérés comme caractéristiques d'une discipline ou d'un champ disciplinaire. Dans la zone intérieure, plus grisée, on va placer les mots qui ont une résonance dans toutes les disciplines évoquées, c'est-à-dire du langage pluridisciplinaire. Sur cet exemple, toujours sur la question de la respiration comme terme donné, effectivement, on a un certain nombre d'élèves qui ont une vision physiologique de la respiration. D'autres auront une vision anatomique, d'autres une vision plus médicale, une vision plus liée à l'hygiène, voire l'hygiénisme, une vision environnementale, une vision plus chimique. Les enfants n'ont pas forcément une vision, une conception, mais ils ont bien souvent un certain nombre de conceptions avec un poids plus ou moins important attribué à l'une ou l'autre de ces conceptions. Et alors quel est notre rôle, nous? C'est surtout pas de détruire une conception, c'est d'en montrer les limites. D'où l'intérêt de comparer ces conceptions à celles de ses camarades dans un petit groupe ou dans une classe pour montrer que certaines conceptions permettent d'expliquer certaines choses et d'autres conceptions permettent d'expliquer d'autres choses. En fait, il va falloir mettre en danger les conceptions des élèves pour leur montrer que les conceptions qu'ils ont au jour où l'on enseigne ne sont pas suffisantes pour expliquer le monde qui les entoure. L'autre exemple était un exemple donné à partir du concept d'évolution, avec différentes visions de l'évolution. Je ne vais pas le développer là. Ce sont des exemples purement SVT, mais vous trouverez des transpositions de ceci sur absolument tous les sujets possibles et imaginables. Continuons dans l'analyse sur cette question de la respiration. Les conceptions sont toujours ou souvent des causes de blocage sur le concept de respiration. Un premier blocage classique, c'est une absence d'information conceptuelle. Je ne maîtrise pas les concepts physico-chimiques. La composition de l'air, je ne la connais pas bien. Je confonds les gaz, l'air, le dioxygène. Je définis le dioxygène ou le dioxyde de carbone en termes d'utilité. Le dioxygène, c'est utile, le dioxyde de carbone, c'est nocif. Ce qui en fait est un anthropomorphisme assez gênant, puisqu'il va falloir le regarder avec un autre point de vue. La respiration, blocage lié au cadre de référence antérieur. La respiration, c'est la respiration pulmonaire. Non, la respiration des poumons, c'est ce qu'on va appeler la ventilation. On a aussi toujours cette même dérive, c'est-à-dire la vision finaliste. Le dioxygène nous sert à vivre. On rejette du dioxyde de carbone qui n'est qu'un déchet. Ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue d'un homme, oui peut-être. Mais l'oxygène n'a pas été inventé pour nous permettre de vivre. C'est un rejet des plantes lié à leur photosynthèse. Un autre problème que l'on rencontre avec les conceptions, c'est qu'elles ne cessent d'évoluer dans la vie d'un enfant ou même d'un adulte. Et donc on a l'impression de déjà connaître. Et comme on a l'impression de déjà connaître, on n'a pas forcément envie d'en entendre reparler sans arrêt, sans arrêt. C'est un obstacle à l'enseignement spiralaire. Pour faire évoluer les conceptions, nous avons 3 stratégies. La première, c'est nous faisons exprimer la conception de l'élève sur un temps court, nous sommes bien obligés. Et
l'enseignant n'apporte aucune information. Stratégie 2. Je fais expliciter les conceptions à l'élève, puis j'apporte les informations conceptuelles qui lui semblent nécessaires. Troisième possibilité. Je fais expliciter les conceptions, ça c'est toujours la même chose, et c'est d'ailleurs le reproche qu'on pourrait faire à la vidéo sur l'effet de serre qu'on a montré tout à l'heure. Le jeune a fait part de ses conceptions, mais il ne les a pas explicitées. Et dès qu'on lui fait expliciter, effectivement, il paraît beaucoup moins ridicule qu'il ne l'est en apparence sur la vidéo. Donc, on fait expliciter les conceptions et on apporte les informations conceptuelles au fur et à mesure. La stratégie 2 est souvent moins efficace que toutes les autres pour une raison toute simple. C'est que si vous laissez s'exprimer quelqu'un, puis qu'à la fin, vous lui dites « Eh ben non, ta conception, elle est mauvaise pour telle et telle et telle raison. » Vous essayez de remplacer sa conception par votre conception. Et effectivement, c'est un manque de respect vis-à-vis de ce qu'il est, lui qui s'est livré et qui vous a donné un certain nombre d'éléments. Donc c'est pédagogiquement, on va dire, mal approprié, mais c'est aussi, sur le plan de l'éthique, c'est une forme de mépris. Donc, effectivement, par rapport à ces trois stratégies, il y a quand même un point commun, c'est recueillir les conceptions et les faire expliciter à l'échelle individuelle, voire collective, lorsqu'on l'a construit collectivement. On va donc parler de conception individuelle, initiale, voire de conceptions qui commencent à être partagées. Les conceptions. Dépasser les obstacles de Bachelard. Lorsqu'on passe de la respiration pulmonaire à la respiration cellulaire puis mitochondriale, c'est-à-dire le glissement des programmes entre l'école et le lycée, nous sommes sur ce qu'on appelle un enseignement spiralaire, où l'on monte en charge d'un point de vue concept progressivement au cours de tous les cycles. Ce que je dis là, c'est valable pour n'importe quelle discipline. En fait, on doit faire attention de ne pas enseigner à un niveau donné ce qui va être enseigné à un niveau après. On doit se méfier des mauvaises métaphores, souvent par manque de temps, par souhait de médiatisation. On va faire l'analogie entre la combustion et la respiration. Mais cette analogie n'est qu'une analogie et va amener l'élève à croire jusque très tard dans son cursus scolaire que la respiration n'est qu'une combustion, avec un très grand nombre d'erreurs. Lorsque l'on va passer de la notion d'enzyme au collège à la théorie de Mitchell pour comprendre comment marche la respiration, vous allez me dire, bah là on va trop loin. Oui, mais en fait, il vaut mieux avoir un savoir universitaire d'assez haut niveau pour enseigner à différents niveaux avec des plus jeunes, justement pour se méfier de ne pas faire des erreurs conceptuelles. Ça ne veut pas dire qu'on l'enseigne, ça veut dire qu'on sait ce qu'il y a après pour ne pas avoir à l'enseigner parce que c'est trop complexe. Alors chacun d'entre nous a une ou sa conception initiale sur n'importe quel sujet. On peut regrouper les conceptions lorsqu'on a des visions similaires sur différents sujets. Nous pouvons avoir une conception, une vision anatomique de la respiration ou de l'alimentation ou d'autres fonctions. Nous pouvons avoir une conception physiologique. Et donc, nous pouvons partager des visions, soit anatomiques, soit physiologiques, sur différents sujets, et nous aurons les mêmes schèmes de raisonnement bien souvent. Alors, on pourrait considérer que les représentations regroupent des conceptions qui sont assez proches. Quand on a une vision anatomique, effectivement, on a une représentation, une façon de voir le monde. On peut voir le monde par ses structures, on peut voir le monde par ses fonctionnements. Chacun d'entre nous a ses propres représentations du monde. On parle parfois, donc pour résumer, une conception, c'est plutôt
individuel, une représentation, c'est plus collectif. Mais pourquoi parle-t-on de représentation sociale? Quand on construit nos connaissances, nous les construisons pratiquement toujours dans un groupe social. Nous pouvons, par exemple, sur ces phasmes, sur ces philies, considérer qu'elles sont fragiles, fascinantes. On peut considérer sur cette autre espèce de phasme que cette bestiole n'est pas dangereuse, qu'elle ne mord pas, qu'elle n'est pas... Donc ça ne nous fait pas peur. Ça peut nous fasciner, ça peut donner l'idée de fragilité. Par contre, si on prend l'exemple des grillons, qui sont nombreux, qui grouillent, on pourra déjà avoir certaines formes de répulsion. Plus encore si l'on regarde les criquets. Et quoi dire des blattes, qui, elles, par l'odeur, par la forme, par leur mode de mouvement, engendreront un certain nombre de réactions négatives. Mais que dire des araignées? Allez-vous prendre directement, spontanément, cette araignée dans la main? Pas sûr. Lorsque nous avons cet animal à proximité, certains d'entre nous, pas tout le monde, exprimons nos peurs, des phobies, nos angoisses. Nous avons choisi de nous polariser là sur les araignées parce que c'est typiquement la phobie facile, répandue, assez générale. Le but est de bien comprendre qu'on doit essayer de se libérer d'un certain nombre de phobies, de faire le lien entre les phobies et les xénophobies, c'est-à-dire la phobie de la différence. Et que là, on a d'énormes enjeux éducatifs dans l'éducation à la différence. Remplacer l'araignée par d'autres êtres vivants ou des végétaux, et vous verrez que l'on va tomber dans du spécisme. Remplacer les araignées par des gens venant d'autres horizons, et vous allez tomber sur différentes formes de xénophobie. Si nous prenons cette très belle métaphore qui est due à Giordano et Pello, c'est la métaphore de l'iceberg. Ce que nous voyons des représentations sociales, c'est ce qui dépasse, c'est-à-dire les gestes que nous faisons, les démarches, les attitudes, ce qu'on fait, ce qui se voit. Les croyances, il va falloir aller les chercher. Les a priori, les stéréotypes. Les connaissances, c'est ce qu'on cherche. Les attitudes. En fait, on a un mélange de connaissances, croyances, a priori, attitudes, démarches, c'est-à-dire à la fois des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, ou des connaissances, capacités, attitudes. C'est-à-dire que c'est un ensemble de compétences qui émergent. Et nous avons bien souvent une fâcheuse habitude. Lorsque nous faisons cours dans un domaine scolaire, nous arrivons un beau matin, avec une petite boule de neige dans la main, nous collons notre petite contribution à cette grande œuvre qu'est la connaissance scientifique, on secoue éventuellement un peu l'iceberg, on repart, et on a collé une boule de neige sur cette énorme masse. Et on a l'impression qu'on a changé les choses. Ce qui est une vision presque ridicule de l'histoire. Parce que vous vous doutez bien que ce qui sous-tend ce qui dépasse, c'est le plus important. C'est-à-dire le réseau de sens. Or, nous en manquons terriblement de sens aujourd'hui dans tous les domaines qui nous entourent. On ne peut pas parler de représentation sociale si on ne parle pas du réseau affectif, émotif, émotionnel, sensoriel. On doit mettre les émotions, on ne doit pas les chasser, on doit les intégrer. On doit aussi parler des signifiants linguistiques, iconiques. Toutes les images n'évoquent pas la même chose pour les mêmes personnes. Une image donnée, c'était typiquement ce que l'on avait sur les araignées tout à l'heure, une image n'évoque absolument pas la même chose pour des personnes différentes. Et ça, en tant que formateur, il faut que nous puissions interpréter l'effet que nos images ont sur les personnes. On a aussi des modes de raisonnement, explicites ou implicites.
Des modes de raisonnement explicites, logico-mathématiques et tant d'autres, induction, déduction, etc. En fait, la majeure partie de ce que nous faisons est dans l'implicite. Et seule une petite fraction est explicitée. Et nous devons, en tant que formateurs, de faire expliciter un certain nombre de choses. Et je termine par le réseau de référence, c'est-à-dire les notions, les concepts, les valeurs. Tout ceci est sous-tendu par un grand nombre de concepts qu'on a ou pas et de valeurs que nous ne partageons pas forcément. Et en fait, vous comprenez bien que s'intéresser uniquement à cette frange qui dépasse est une erreur sur le plan pédagogique. Nous sommes bien obligés d'aller nous plonger sur cette base-là, c'est-à-dire de nous intéresser à des aspects psychologiques, à des aspects sociologiques, voire à des aspects anthropologiques. C'est quoi une représentation ? Une représentation, ce sera toujours un écart entre le savoir savant et le savoir de la personne qui est en cours d'apprentissage. Le problème, c'est que les représentations occupent la même niche écologique, jouent la même fonction que les savoirs scientifiques. Et donc quand vous avez une représentation, qui plus est socialement ancrée avec émotion, eh bien elle va s'opposer à l'objectif d'apprentissage que vous cherchez à atteindre. Les représentations sont des explications fonctionnelles sur le monde. Elles marchent pour les enfants, pour les adultes. Et donc quand vous voulez vous attaquer à cela, la seule solution, c'est de mettre en échec cette représentation. Le plus dur sera donc de trouver les situations où vous allez mettre en échec telle ou telle représentation. Mais si vous ne remplacez pas vite ce que vous venez de détruire par quelque chose qui fonctionne, un autre mode de fonctionnement, donc une autre représentation, les élèves ne peuvent que revenir, les élèves ou les adultes, ne peuvent que revenir à leur ancienne représentation. Donc une représentation, ça se met en échec, à la différence de l'obstacle, ça se met en échec, mais à condition de trouver une nouvelle solution et de la faire fonctionner sur le long terme. Dans la définition de représentation, il y a deux aspects. Une représentation théâtrale, c'est je joue une pièce de théâtre devant les gens. C'est-à-dire que je vais jouer devant un spectateur une pièce avec des acteurs, une scène, tout l'ensemble de ce qui caractérise une pièce de théâtre, et je vais essayer de donner du sens aux actions. C'est le to represent anglais. Donc on va essayer de représenter quelque chose au sens de mettre du sens sur quelque chose. Si maintenant je prends le deuxième sens, la représentation politique, diplomatique, c'est je vais me substituer à quelqu'un d'autre, je vais parler, voire agir à la place de quelqu'un d'autre. En français, on a un seul mot, représenter. En anglais, c'est le to stand for, pour représenter politiquement quelqu'un d'autre. Une représentation ne sera donc jamais fixe. Une représentation va évoluer. Chaque fois qu'un groupe de théâtre joue une pièce, la pièce évolue dans le temps. Peut-être pas dans ses fondements, peut-être pas dans ses valeurs, mais elle évolue toujours, plus ou moins, pas forcément que sur des détails d'ailleurs. D'autre part, une représentation dès l'instant où on représente, on modifie. Et donc la modification est intrinsèque à la représentation. Au fur et à mesure, nous modifions nos représentations. Prenons une métaphore. Si madame se regarde dans un miroir, peut-être se verra-t-elle comme elle n'est pas. Messieurs, celle-ci nous est moins favorable. Nous nous voyons tous au travers d'un miroir, déformant, et en fait nous ne voyons jamais la réalité, mais nous voyons bien plus souvent ce que nous croyons ou ce que nous voulons voir. Plus gentille, celle du petit chat qui veut devenir lion. Cette question, est-ce que les animaux ont des représentations? Oui, assurément. Alors, dans un monde idéal, nous avons un certain nombre de concepts.
Bien sûr, tous justes, tous prouvés. Ce sont des concepts, des connaissances stabilisées, avec des bonnes relations de cause ou de cause à effet réciproque. Mais là, on n'est pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on a toujours une notion qui n'est pas présente, telle ce que le jeune, dans son exercice sur l'effet de serre, n'avait pas, c'est qu'il n'avait absolument pas la notion de gaz à effet de serre, de CO2, de dioxyde de carbone ou autres gaz à effet de serre. Et donc, comme il n'avait pas cette notion centrale nécessaire à l'explication de tout ce qu'est l'effet de serre, il a été obligé de composer avec ce qui lui restait. Donc, il a pris de briques et de broc les éléments dont il disposait pour essayer de construire une représentation rapide permettant de répondre à la question posée. Alors, qu'une ou plusieurs de ces notions soient absentes, qu'on fasse des relations de causalité qui ne sont pas valables, absentes, fausses, eh bien, automatiquement, notre représentation ne fonctionne plus. Mais ça, c'est facile. Parce qu'en fait, il suffit que le prof identifie la notion manquante, qu'il rétablisse les relations, et le système se remet à fonctionner. C'est le cas le plus facile. Si maintenant, je prends un cas très courant, c'est l'élève ou l'adulte a bien le bon réseau, il a bien la bonne carte conceptuelle, mais la notion 3 lui a été apportée par quelqu'un qu'il ne supporte pas. Un prof d'une telle discipline qu'il n'aime pas. Alors il sait bien que cette notion n'est pas fausse, mais il va la diminuer. Et comme il ne fera plus de relation courante entre cette notion 3 et la notion 2, la relation entre les deux va s'amenuiser. Et petit à petit, ceci, comme ça ne fonctionne plus, ça va s'atrophier. Par contre, la notion 4 et la notion 6, c'est Mémé qui lui a amené. Et Mémé, il l'aime bien, c'est chargé d'émotions, chargé de sagesse. Et donc la notion 4 et la notion 6 ne pourront pas être déboulonnées. Et donc le gamin ou l'adulte va accorder une importance relative à certaines notions en fonction du poids de l'expérience dans laquelle il a acquis cette notion, en fonction du degré de preuve, mais aussi beaucoup en fonction du degré d'émotion. De ce fait, le gamin qu'on avait tout à l'heure, enfin le faux gamin, vous avez compris, le vrai acteur faux gamin, on l'a mis un jour de bac, sous pression. Et on lui a demandé très rapidement de répondre à la question posée. C'est comme si on secouait ceci, si je secoue ça physiquement, cet échafaudage-là va se casser la figure, il y a 9 chances sur 10 que je perde la notion 3, et si je secoue un peu plus fort la notion 2, et que je sois obligé de faire avec ce qui me reste. Et donc je vais essayer de bricoler une réponse avec ce qui me reste. Si je mets quelqu'un sous pression, je prends le risque de faire comme si certaines choses qui existent n'existaient pas. Si on lui avait laissé le temps, si on avait une attitude un tout petit peu différente d'aide, d'accompagnement, le jeune aurait certainement dit un peu moins de bêtises parce qu'il aurait peut-être remobilisé au bon moment la notion de gaz à effet de serre et il aurait pu embrayer correctement sur une représentation cohérente. Donc attention, la mise sous pression peut amener à l'effondrement d'une représentation pas tout à fait suffisamment consolidée. Nous pouvons donc nous trouver dans telle ou telle situation sur un très grand nombre de sujets sur lesquels nous ne sommes manifestement pas tout à fait au point. On va prendre un exemple. Les exemples des représentations sur l'environnement. Si je suis biocentrique, je suis centré sur les êtres vivants eux-mêmes que j'apprécie en tant qu'êtres vivants. Si je suis écocentrique, je situe mes valeurs au niveau des systèmes écologiques, aux différentes échelles, les interrelations entre les éléments de ces systèmes. Si je suis anthropocentrique, je considère que ce qui est important, c'est les besoins de la vie des humains. Je vais donc me polariser sur les pollutions, les risques, les déchets. Si je suis théocentrique, je vais considérer que tout le vivant, c'est l'œuvre de Dieu. Et donc, à ce titre, je dois protéger la création de Dieu
pour certaines religions, ou pour d'autres, je me dois de les exploiter, puisque Dieu m'a mis sous la main un certain nombre d'êtres vivants à mon service. Prenons l'exemple du biocentrisme et l'exemple de l'ours. L'ours dans les Pyrénées est une espèce en extrême danger d'extinction, du fait qu'il ne reste qu'une trentaine à soixantaine si on prend en compte le volet hispanique des Pyrénées. Et dans ce contexte-là, on a un chasseur qui, lors d'une battue au sanglier, d'ailleurs dans une zone formellement interdite puisque préservée, tue l'ours Cannelle. Cannelle a un prénom. C'est une ours parfaitement bien connue, qui fait d'ailleurs que très peu de déprédation sur les moutons. Et effectivement, on va faire un procès au chasseur qui ne sera pas reconnu coupable d'avoir tué Cannelle. Vous allez me dire, mais où vous allez? Vous êtes en train de considérer Cannelle comme un homme et on va faire un procès à ce chasseur qui a tué une ours? Alors, le biocentrisme, la position que je vous défends là, elle est associée à l'idée même de conservation de la vie. Philosophiquement, on considère que tous les individus vivants ont une valeur intrinsèque. Pas forcément les ours, mais les êtres vivants, ou du moins certains êtres vivants. L'environnement et la nature à apprécier, respecter, préserver. Si je suis biocentrique, je vais pleurer le meurtre de l'ours Cannelle et j'irai, comme l'ont fait une cinquantaine de Pyrénéens, à la veillée mortuaire de Cannelle. Si maintenant j'endosse l'habit de l'écocentrique. Si je suis écocentrique, centré sur les relations entre les êtres vivants au sein des écosystèmes, je vais me poser la question différemment. J'ai une population d'ours qui est au seuil minimal d'extinction. Elle est en relation dans l'écosystème pyrénéen. Et en fait, je vais être ulcéré par la destruction de Cannelle, parce que Cannelle, c'était la dernière ours femelle des Pyrénées. De ce fait, ce qui me gêne, c'est pas que ce soit Cannelle en tant qu'être vivant qui a été tué, c'est qu'on ait tué la dernière ours femelle des Pyrénées. Et donc que la sous-espèce ours des Pyrénées est donc virtuellement éteinte à partir de la disparition de cet ours. Je ne vais pas pleurer, je vais me servir des lois, je vais porter plainte, je vais utiliser tous les moyens qui sont à ma disposition. Mais je n'irai pas forcément à la veillée mortuaire. Si je suis un anthropocentrique, c'est simple, la nature est utile, alors je m'en sers. Cette vision est centrée sur les besoins, la notion de survie, de santé, de qualité de vie. De qui? De nous. Cette représentation amène à définir l'environnement comme un environnement ressource, celui qui nous donne à manger, du bois, etc., des ressources minérales. L'environnement problème, celui des risques majeurs, des tempêtes, des inondations. Ou l'environnement milieu de vie, la forêt dans laquelle je vais prendre plaisir à aller me promener. Le grand milieu d'altitude sur lequel je vais faire du ski. Et donc, si je suis anthropocentrique, je vais peut-être être dans deux conditions très différentes. Je peux donc avoir une représentation sociale anthropocentrique, mais qui va se manifester de deux façons différentes. Si je suis en haute montagne, dans la vallée d'Ossau par exemple, dans les petits villages de la vallée d'Ossau, une partie assez importante de la population va nous dire « ils nous embêtent ces ours, ils ne servent à rien, ils me détruisent mes ruches, ils attaquent les moutons, en fait ils n'ont que des nuisances, et en plus ils sont dangereux, et ils nous coûtent cher, du moins soi-disant. » Si je suis de la plaine, si je suis toulousain, ou que je suis d'une agence touristique de montagne, je vais dire « mais l'ours, c'est génial !» Ça ne coûte rien pour les gens qui font du tourisme, ou si peu. Et ce sera un des meilleurs rapports qualité-prix, parce que les gens vont venir dans les Pyrénées, ce sera identitaire, ils vont venir faire des visites pour voir l'ours qu'ils ne verront jamais, ce sera ce qu'on va mettre sur les agences de publicité pour faire venir les gens dans les Pyrénées.
Alors, effectivement, ce sera aussi pour un certain nombre de producteurs de lait au vin, Osso-Iraty ou d'autres, c'est une marque de fabrique de mettre un ours sur le fromage. Et effectivement, ça marche parce qu'il y a une identité. Vous voyez donc une posture, une représentation sociale anthropocentrique peut conduire à deux postures qui sont complètement différentes. Alors est-ce qu'on est automatiquement biocentrique, écocentrique ou anthropocentrique? On est rarement fiché dans une représentation sociale. Et on peut très bien avoir une représentation sociale sur l'ours et ne pas avoir le même type de représentation sociale si on est sur une autre bestiole. Le théocentrisme, l'ours, symbole de force, de puissance, symbole de la royauté. Ça inspire la peur mais le respect. Il n'est pas diabolisé comme l'a été le loup, on verra plus tard. Par contre, il est considéré comme une atteinte à la puissance des nobles et des représentants de Dieu. D'où, qui a le droit de chasser l'ours? C'est uniquement les nobles, voire les gens, les ecclésiastiques. Et toute personne qui se fait prendre à aller braconner l'ours se fait très sévèrement réprimander, en général fusiller. Ou pendre, selon l'époque. De ce fait, les paysans qui veulent lutter depuis la nuit des temps dans les Pyrénées contre l'ours qui se rapproche trop près d'eux, vont déclencher des incendies volontaires. On considère qu'une forêt dans les Pyrénées, elle a brûlé en moyenne tous les 150 ans. Et que ces incendies ne sont pas des incendies accidentels, mais c'est lié aux populations qui veulent repousser la forêt et faire partir l'ours. À tort ou à raison, je ne rentre pas dans ce débat-là ici. Alors, effectivement, je reviens à l'ensemble de ces représentations. Nous ne sommes jamais ancrés dans une seule représentation. Nous allons souvent naviguer d'une à l'autre de ces représentations. Si nous nous intéressons, nous revenons à cette métaphore de l'iceberg des représentations sociales. Pour mieux comprendre les représentations mentales, je vais me référer aux îlots de rationalité de Fourez. Considérons que ce bloc de pâte à modeler va représenter mon iceberg. Et si je me mets ici, je pose mon crayon au niveau de la mer, si je pose mon crayon au niveau de la mer, comme niveau de mer, je vais voir dépasser un certain nombre d'îles. Et dessous, j'aurai la base des îles. Certaines vont dépasser beaucoup, d'autres vont dépasser un peu moins, d'autres vont dépasser encore moins. Selon le point de vue que j'adopte, imaginons que je regarde cette représentation par le côté. Je ne verrai que la partie bleue en termes de connaissances, compétences et toute la racine de l'iceberg, je ne verrai que la partie bleue. Si je prends cette représentation par l'autre côté, je ne verrai que cette partie-là. Et effectivement, dans nos représentations sociales, nous avons donc toujours un mélange de cela. Et donc, la représentation telle qu'on se la représente va dépendre de ce que l'on regarde. Est-ce que je regarde au-dessous du niveau de la mer ou au-dessus du niveau de la mer? Et de comment je la regarde. Pour aller un tout petit peu plus loin dans la métaphore, je vais poser mon bloc ici. Imaginons que je fasse une coupe. Ici, je vais regarder ce bloc vu de dessus. Si je fais une coupe ici, j'aurai une tache rouge, j'aurai une tache verte et j'aurai une tache bleue. Si je fais une coupe un tout petit peu plus haut ici, je n'aurai que la pointe de la tache verte qui sera apparente. Si je fais une coupe à ce niveau, j'aurai ici à ce niveau
la fusion des taches vertes, jaune qui apparaît, bleu, sachant que cette partie jaune n'apparaissait absolument pas précédemment et passait même totalement inaperçue. Et si je continue de vouloir regarder plus bas, dans l'absolu, je ne verrai plus à ce niveau-là que la tache jaune. Et donc, ce que je voulais par cette métaphore vous proposer comme réflexion, c'est ça dépend de ce que l'on regarde, où on le regarde et comment on le regarde. Mais si je reviens ici, vous voyez que ce qui apparaissait comme vert tout à l'heure peut pratiquement disparaître. Effectivement, je vois bien la partie bleue, je vois bien la partie rouge, je vois bien la partie jaune, je peux regarder à tel ou tel niveau, et effectivement, cette partie-là peut totalement disparaître aux yeux de l'observateur. Il faut donc se méfier de ce que l'on croit voir, et il va falloir aller essayer de regarder un tout petit peu plus loin. Alors, on a dans cette prise en compte des rationalités, des limites interdisciplinaires, car chacun d'entre nous ne voit en général un phénomène que par sa discipline. Et donc on ne va pas regarder les autres disciplines. Et on va s'attribuer la respiration parce qu'on est un biologiste, ou on va s'attribuer les phénomènes physico-chimiques de la respiration parce qu'on est quelqu'un qui est dans le domaine de la physique-chimie. Ce qui est une erreur, puisque vous l'avez compris, la vision est automatiquement pluridisciplinaire, ça va même bien au-delà des disciplines. Donc, se méfier de bien regarder le phénomène dans son entièreté. Les limites éthiques, car viennent se greffer sur des choix, des finalités, des valeurs, avec des risques de confusion entre savoir et données, c'est toute la partie émergée de l'iceberg dont on ne voit pas toujours véritablement les fondements. Alors, pour aller plus vite, ceci pourra être redéveloppé dans un cours ultérieur. Une représentation, ça a une fonction de conservation, se souvenir. Ça a une fonction d'explicitation, c'est-à-dire mieux comprendre, mieux expliciter. On verra le lien avec l'éducation. Une fonction de guidage, d'orientation, de régulation des conduites des personnes. Une fonction de systématisation. Une fonction de symbolisation. Voilà pourquoi les représentations sociales nous permettent de nous guider dans la vie, parce que fondamentalement, elles nous permettent de nous souvenir, d'expliciter, de nous guider, de systématiser, généraliser et de symboliser. Effectivement, il est évident qu'elles ont un rôle fondamental et qu'on ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas. Alors pour faire évoluer les représentations sociales, oui, mais vers quoi? Prenons l'exemple du loup, je vous laisserai faire votre propre raisonnement. Le loup revient en France, y compris en Auvergne. Il est arrivé des Abruzzes à partir d'Italie. Bon, bien sûr, on peut commencer par se renseigner pour déjà ne pas avoir des concepts faux. Quelques centaines d'individus en France, une petite dizaine en Auvergne, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Toujours est-il qu'ils recolonisent naturellement la France. Il n'y a pas d'introduction de loup en France, bien sûr. Alors, par rapport au loup, vous pouvez peut-être être fasciné par le regard. Vous pouvez peut-être le considérer comme un fourbe de par la couleur. Vous pouvez peut-être être impressionné parce que quand il se met à hurler, surtout en bande, il est effectivement impressionnant. Surtout la nuit. Vous pouvez peut-être être amusé par ses facéties, attendri. Mais ça, chacun d'entre nous va privilégier une représentation. Et effectivement, peut-être que certains d'entre vous seraient purement biocentrés. Peut-être que certains d'entre vous seraient écocentrés. Peut-être certains d'entre vous seraient anthropo ou théocentrés. Et effectivement, peut-être que certains d'entre vous auraient l'impression de ne pas être théocentrés. Et ça n'apparaîtra pas. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez maximiser totalement une vision, mettons l'anthropocentrisme. Et que si on n'y regarde pas de trop près, vous allez vous apercevoir que fondamentalement, la représentation majoritaire, c'est la représentation anthropocentrique. Peut-être que vous allez réduire, vous, la vision biocentrée. Peut-être que vous allez
développer la vision écocentrée. Mais effectivement, casser une représentation sociale, ce n'est pas forcément la bonne chose. Une représentation sociale, c'est meuble, ça va évoluer, ça ne va cesser d'évoluer. Et donc si, au final, je vous demande, alors, on fait quoi des loups? On les protège pour qu'ils se réimplantent? On les laisse réinstaller en l'évitant? On le chasse, on le régule, on essaie de l'éradiquer. Eh bien, c'est à vous de vous positionner sur cela en fonction de vos représentations sociales. Mais votre rôle en tant qu'enseignant, c'est de donner suffisamment de représentations sociales pour que la personne puisse faire face à l'évolution des situations. Parce que, en fait, nous avons des représentations sur tout, sur la science, sur la technique, sur la famille, la faim dans le monde, les inégalités, sur les changements climatiques. Mais il existe des dérives, un certain nombre de termes en isme, le racisme, le sexisme, voire le spécisme. Le racisme et le sexisme sont punis par la loi. Le spécisme n'est pas puni par la loi. Le spécisme, c'est faire une différence de niveau entre l'homme et les autres espèces animales. Donc, c'est tous ces ismes qui existent, sachant que tous ne sont pas forcément des dérives. Lutter contre les stéréotypes ou enrichir et faire évoluer les représentations sociales dans un monde en constante évolution. Si vous luttez contre les stéréotypes, vous vous intéressez à la partie émergée de l'iceberg. Et en général, vous n'allez pas aux causes. En fait, ce que je vous propose, c'est de lutter contre les vraies causes, c'est-à-dire aller aux racines des difficultés, c'est-à-dire à nous attaquer à la partie immergée de l'iceberg et pas uniquement à la partie émergée. Donc ça va nécessiter que l'on s'outille en termes psychologiques, sociologiques, anthropologiques, pour faire face à un monde qui est en constante évolution. Il nous faut donc envisager concrètement pourquoi et comment construire, déconstruire, reconstruire des représentations sociales, savoir s'il faut le faire, savoir si c'est éthique de le faire, dans quelles conditions. Faire le lien, ce sera vu par la suite, entre l'apprentissage et l'évolution des représentations sociales, puisque vous avez vu que les conceptions et plus encore les représentations sociales sont des obstacles aux apprentissages. Faire le lien entre les représentations sociales et les pratiques sociales. Merci de votre attention. Et donc, dans un cours suivant, nous allons nous polariser sur ces liens entre pédagogie et évolution des représentations sociales. Merci, au revoir.